Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour la suite de notre petite lecture, et cette fois-ci en soft spoken, d'une étude en rouge de notre cher détective Sherlock Holmes. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi je vais très bien. Nous sommes samedi. Tout début d'après-midi. Et à 16h, je vais à l'anniversaire de mon beau-fils. Nous sommes invités, à l'anniversaire de mon beau-fils Carlos, qui a 29 ans. Donc j'enfile mes petites lunettes. Désolée pour tous les bruits ambiants, mais je n'ai pas d'autre moment pour faire de vidéo. Et apparemment il y a du bruit dans la rue, tout est fermé pourtant, mais voilà. Donc nous poursuivons le chapitre 2 qui était la science de la déduction. Et nous étions arrêtés, voilà. Donc je reprends le dialogue. Avez-vous lu les ouvrages de Gaboriau? Lecoq approche-t-il de votre idée d'un détective? Sherlock Holmes eut un mouvement ironique. Sherlock Holmes donc. Lecoq, dit-il d'un ton irrité. Lecoq était un gaffeur. Il n'avait qu'une chose en sa faveur, son énergie. Ce livre m'a positivement rendu malade. Il s'agissait d'identifier un prisonnier inconnu. Je l'aurais fait, moi, en 24 heures. Lecoq y a mis 1 mois ou presque. Cet ouvrage pourrait constituer à l'usage des détectives un livre élémentaire destiné à leur apprendre ce qu'il faut éviter. Je ressentais quelques indignations de voir ainsi maltraiter 2 personnages que j'avais admirés. Je m'avançai jusqu'à la fenêtre et restai là, à regarder la rue, affairée, en pensant « Ce garçon-là est peut-être très fort, mais il est certainement très fat. » « Il n'y a pas de crime, et il n'y a pas de criminel de nos jours, dit-il d'un ton de regret. À quoi cela sert-il d'avoir un cerveau dans notre profession? Je sais bien que j'ai en moi ce qu'il faut pour que mon nom devienne célèbre. Il n'y a aucun homme, il n'y en a jamais eu, qui ait apporté une telle somme d'études et de talent naturel à la déduction du crime. Et quel en est le résultat? Il n'y a pas de crime à découvrir, tout au plus quelques maladroites crapuleries ayant des motifs si transparents que même un agent de Scotland Yard y voit clair tout de suite. Sa manière prétentieuse continuait de m'ennuyer. Je crus qu'il valait mieux changer le sujet de la conversation. « Je me demande ce que cherche ce type là-bas, demandai-je, désignant un grand individu, habillé simplement, qui suivait l'autre côté de la rue, en examinant anxieusement les numéros. Il tenait à la main une grande enveloppe bleue et, de toute évidence, portait un message. « Vous parlez de ce sergent d'infanterie de marine ?» dit Sherlock Holmes. « Prétention et vantardise, pensai-je, à part moi. Il sait bien que je ne peux vérifier ce qu'il prétend deviner. » Cette pensée m'avait à peine passé par la tête que l'homme que nous regardions, apercevant le numéro de notre maison, traversa la rue en courant. Nous entendîmes frapper bruyamment à la porte d'entrée, puis une grosse voix et enfin des pas lourds qui montaient l'escalier. « Pour monsieur Sherlock Holmes, se dit-il, en entrant dans notre studio et en tendant la lettre à mon ami. Une occasion se présentait de rabattre un peu la vanité de Holmes, qui ne la prévoyait guère tout à l'heure, quand il se livrait à ses conjectures hasardeuses. « Puis-je vous demander, mon brave, dis-je doucement, quel est votre métier ? »
Commissionnaire, monsieur, dit-il d'une voix brusque. Mon uniforme est en réparation. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Ce disant, je regardais malicieusement mon compagnon. Sergent, monsieur, dans l'infanterie de marine. Pas de réponse, monsieur? Parfait. Il fit claquer ses talons l'un contre l'autre, leva la main pour nous saluer et disparut. Chapitre 3. Le mystère de Lauriston Gardens. J'avoue que je fus considérablement ébahi par cette nouvelle preuve de la nature pratique des théories de mon ami. Mon respect pour sa puissance d'analyse s'accrut merveilleusement. Il restait bien encore, pourtant, un soupçon dans mon esprit que tout cela était un épisode arrangé d'avance et destiné à m'éblouir. Mais il m'était impossible de concevoir dans quel but il aurait pu vouloir me tromper ainsi. Quand je le regardais, il avait fini de lire la lettre, et ses yeux avaient une expression vide et terne qui indiquait combien il était préoccupé. « Comment diable avez-vous déduit cela » demandai-je. « Déduit quoi » dit-il vivement. « Que c'était un ancien sergent de l'infanterie de marine ?»« Je n'ai pas le temps pour les bagatelles, fit-il d'un ton brusque. Puis, souriant, « Excusez ma brutalité. Vous avez interrompu le cours de mes pensées, mais peut-être est-ce aussi bien. Ainsi, vous ne pouviez réellement pas avoir vu. Ainsi, vous ne pouviez réellement pas voir que cet homme était un sergent d'infanterie de marine. Non, vraiment. Pour moi, ce fut plus facile de le savoir que ce ne valait être d'expliquer comment je l'ai su. Si l'on vous demandait de prouver que 2 et 2 font 4, vous éprouveriez quelques difficultés, et pourtant vous êtes tout à fait sûr du fait. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir une grande encre bleue tatouée sur le dos de la main de cet homme, et il portait les favoris réglementaires, donc il était de l'infanterie de marine. Le gaillard avait l'air conscient de son importance, et même un air de commandement. Vous avez remarqué la façon dont il redressait la tête, et comme il balançait sa badine? Un garçon sérieux, respectable, d'âge moyen, tout cela se voyait tout de suite, et ce sont tous ces détails qui m'ont porté à croire qu'il avait été sergent. « C'est merveilleux, m'écriai-je. Tout ordinaire, dit Holmes. Je pensai toutefois à l'expression de son visage, que ma surprise évidente et mon admiration ne lui déplaisaient point. Je disais, il n'y a qu'un instant, reprit-il, qu'il n'y avait plus de criminels. Il paraît que j'ai tort. Voyez ça. Il me lança la lettre que le commissionnaire avait apportée. Quoi, m'écriai-je, en y jetant les yeux. C'est terrible. Cela me paraît sortir un peu de l'ordinaire. Voudriez-vous me lire la lettre à haute voix? Voici la lettre que je lui lus. Mon cher Sherlock Holmes, il y a eu une vilaine affaire cette nuit au 3 de Lauriston Gardens, dans le voisinage de Brixton Wood. Un de nos hommes de service par là aperçut une lumière vers 2 heures du matin, et comme il s'agissait d'une maison vide, il se demanda s'il ne s'y passait pas quelque chose d'anormal. Il trouva la porte ouverte, et dans la pièce du devant, totalement dépourvue de meubles, il découvrit le corps d'un monsieur bien habillé, qui avait dans sa poche des cartes au nom de Enoch G, Drebber, Cleveland, Ohio et You. Rien n'avait été volé, et il n'existe aucun moyen d'établir comment cet homme est mort. Il y a dans la pièce des taches de sang, mais aucune blessure sur le corps. Nous ne savons pas comment il est entré dans la maison. Et en fait, l'affaire entière est une énigme. Si vous pouvez venir à la maison à n'importe quelle heure, avant midi, vous m'y trouverez. Tout sera laissé en place jusqu'à ce que vous veniez. Si cela vous est possible, je vous donnerai d'autres détails, et ce serait pour moi une grande faveur si vous vouliez me faire part de votre opinion. À vous, cordialement, Thomas Gregson. Gregson est le plus fin de la bande de Scotland Yard, remarqua mon ami. Lui et Lestrade, ils constituent l'élite d'un mauvais lot. Ils sont tous les deux actifs et énergiques,
mais très conventionnels. Ils sont du reste à couteau tiré. Ils se jalousent autant qu'une paire de beautés professionnelles. On rira un peu dans cette affaire s'ils sont tous les deux lancés sur la piste. Je m'étonnai de le voir aussi calme et presque rieur. Il n'y a sûrement pas un moment à perdre, dis-je. Voulez-vous que j'aille chercher une voiture? Il n'est pas sûr que j'y aille. Je suis le bougre le plus incurable paresseux qu'on ait jamais vu quand l'humeur m'en tient. Bien entendu, car je puis sans cela me montrer parfois assez actif. Mais c'est l'occasion que vous avez longtemps souhaitée. Mon cher ami, qu'est-ce que cela me fait? Supposez que je débrouille toute cette affaire. Vous pouvez être sûr que Gregson, Lestrade et compagnie en empocheront tout l'honneur. Voilà ce qu'il en coûte de n'être pas un personnage officiel. Mais il vous prie de l'aider. Oui, il sait que je le suis supérieur, et devant moi il le reconnaît, mais il ne se couperait la langue plutôt que d'en convenir devant un tiers. Cependant, nous pouvons aussi bien y aller jeter un coup d'œil. Je travaillerai suivant ma propre méthode, et je pourrai toujours me payer un peu leur tête, si cela ne doit rien me rapporter d'autre. Allons. Il s'engouffra dans son pardessus et s'affaira dans la pièce d'une façon qui montrait qu'une crise d'énergie avait remplacé la crise d'apathie. « Prenez votre chapeau, dit-il. Vous désirez que je vienne? Oui, si vous n'avez rien d'autre à faire. » Un instant après, nous étions tous les deux dans une voiture qui filait au grand galop vers Brixton Road. Le matin était saturé de brume et de nuages. Un voile sombre couvrait les sommets des maisons et semblait réfléchir les rues couleur de boue. Mon compagnon était dans la meilleure des humeurs. Il bavardait, parlait de violon, de crémone, des différences entre un Stradivarius et un Amati. Quant à moi, je gardais le silence, car ce temps sombre et la mélancolique affaire où nous nous engagions me déprimaient. « Vous ne semblez pas songer beaucoup à votre enquête, dis-je enfin, interrompant la dissertation musicale de Holmes. « Pas de données encore, répondit-il. C'est une erreur capitale que d'échafauder des théories avant d'avoir des faits. Cela fausse le jugement. Vous aurez bientôt vos données, car voici Brixton Road, et où je me trompe fort, où voilà la maison là-bas. C'est juste, cocher, arrêtez. » Nous en étions encore à une centaine de mètres, mais il insista pour descendre et nous continuâmes à pied. Le numéro 3 de Lauriston Gardens avait un aspect menaçant et de mauvais augure. C'était la troisième de 4 maisons qui se dressaient un peu en retrait de l'alignement. 2 étaient occupées et 2 vides. Ces dernières montraient 3 rangées de fenêtres lugubres et nues, excepté que çà et là une inscription, allouée, avait comme un caractère laissé couler sa peinture sur les vitres barbouillées. Un petit jardin où s'éparpillaient des plantes maladives séparait de la rue chacune des maisons. Il était traversé par une étroite allée de couleur jaunâtre, constituée apparemment en un mélange d'argile et de gravier. Tout le secteur était spongieux et gorgé d'eau, car il avait plu toute la nuit. Le jardin était borné par un mur de briques d'1 mètre que surmontait une barrière en bois. À ce mur s'adossait un solide agent de police, entouré d'un petit groupe de flâneurs qui tendaient le cou et écarquillaient les yeux dans le vain espoir d'entrevoir quelque chose de ce qui se passait à l'intérieur. Je n'imaginais que Sherlock Holmes allait se précipiter tout de suite dans la maison pour se plonger dans l'étude du mystère, bien loin de là, d'un air nonchalant qui dans ces circonstances me parut friser l'affectation. Il allait et venait sur le trottoir, regardant distraitement le sol, le ciel, les maisons en face et la barrière. Son examen fini, il suivit l'allée, ou plutôt la bordure d'herbe qui longeait l'allée, gardant toujours les yeux fixés au sol. 2 fois il s'arrêta, et une fois je le vis sourire, et l'entendis, pousser une exclamation de satisfaction.
il y avait de nombreuses empreintes de pas sur le sol humide et argileux. Mais puisque la police l'avait foulé en tous sens, je ne pouvais voir comment mon compagnon espérait en tirer quelque chose. Pourtant, j'avais eu des preuves si extraordinaires de la promptitude de ses facultés d'observation que je ne doutais pas qu'il n'aperçût bien des choses qui me demeuraient cachées. À la porte de la maison, nous fûmes accueillis par un homme grand et blême, avec des cheveux filasses, et qui, un carnet à la main, s'élança vers nous et serra avec chaleur la main de mon ami. « C'est vraiment gentil de venir, dit-il. Je n'ai touché à rien. »« Excepté cela, répondit Holmes, en désignant l'allée. Si un troupeau de buffles était passé par ici, le gâchis ne pourrait pas être pire. Mais sans doute aviez-vous tiré vos conclusions, Gregson, avant de tolérer cela. »« J'ai été tellement occupé à l'intérieur, répondit évasivement le détective. Mon collègue, M. Lestrade, est ici. Je m'en suis remis à lui pour surveiller ça. » Holmes me regarda et leva les sourcils, sardoniquement. « Avec 2 hommes comme vous et Lestrade sur place, un tiers n'aura pas grand-chose à découvrir. » Gregson se frotta les mains, évidemment satisfait. « Je crois que nous avons fait tout le possible. C'est un cas bizarre pourtant, et je connais votre penchant pour ces affaires-là. Vous n'êtes pas venus ici en voiture? Non. Lestrade non plus? Non. Alors entrons et voyons la pièce. » Sur cette remarque insignifiante, il entra dans la maison, suivi de Gregson, dont les traits exprimaient l'étonnement. Un petit corridor au plancher nu et poussiéreux menait à la cuisine et à l'office. 2 portes ouvraient, l'une à droite, l'autre à gauche. Manifestement, l'une de ces portes était restée fermée depuis des semaines. L'autre était celle de la salle à manger, la pièce dans laquelle le drame mystérieux s'était déroulé. Holmes entra, et je le suivis, éprouvant en mon cœur ce sentiment indéfinissable qu'inspire la présence de la mort. C'était une grande pièce carrée, qui paraissait plus grande encore du fait qu'il n'y avait aucun meuble. Un papier vulgaire et voyant tapissait les murs. Il était par endroits taché d'humidité, et çà et là de grandes bandes détachées pendaient, laissant voir par-dessous le plâtre jauni. En face de la porte se dressait une cheminée prétentieuse, surmontée d'une tablette en imitation de marbre blanc. Sur un coin de cette tablette se trouvait fiché un bout de bougie en cire rouge. L'unique fenêtre était si sale que la lumière, brumeuse et incertaine, donnait à tout une teinte morne et grise qu'accentuait encore l'épaisse couche de poussière qui revêtait tout l'appartement. Ces détails, je ne les remarquai que plus tard. Pour le moment, mon attention se concentrait exclusivement sur la forme immobile et effrayante qui sur le plancher gisait, ses yeux vides et sans regard levé vers le plafond décoloré. C'était celle d'un homme d'environ 43 ou 44 ans, de taille moyenne, aux épaules larges, avec des cheveux noirs et bouclés, une barbe courte et hirsute. Il était vêtu d'une lourde redingote, d'un gilet en drap fin, d'un pantalon clair, d'un col et de manchettes immaculées. Un chapeau haut de forme, bien brossé et élégant, se trouvait près de lui, à même le sol. Ses mains serrées, ses bras étendus, ses membres inférieurs entrelacés, suggéraient que sa lutte avec la mort avait été très pénible. Sur sa face rigide se peignait une expression d'horreur, et me sembla-t-il de haine telle que je n'en avais jamais vue sur un visage humain. Cette contradiction d'horrible méchanceté, associée au front bas, au nez écrasé et à la mâchoire grognate, donnait au mort une apparence simiesque qu'augmentait encore l'étrangeté de son attitude. J'ai vu la mort sous maintes formes,
mais jamais elle ne m'est apparue sous un aspect plus lugubre que dans cette pièce sombre et sale qui donnait sur une des artères principales des faubourgs de Londres. Lestrade, un homme maigre à figure de rat, se tenait à l'entrée et nous salua. « Cette affaire fera du bruit, remarqua-t-il. Ça passe tout ce que j'ai vu, et je ne suis pas né d'hier. »« Il n'y a aucun indice, déclara Gregson. »« Pas le moindre, confirma Lestrade. » Sherlock Holmes s'approcha du corps et, s'agenouillant, l'examina très attentivement. « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de blessure, dit-il, en montrant de nombreuses gouttes et taches de sang tout autour. « Tout à fait, s'écrièrent les deux détectives. « Alors, naturellement, ce sang appartient à un second individu, sans doute l'assassin, s'il y a eu assassinat. Cela me rappelle les circonstances qui accompagnèrent la mort de Van Jansen à Utrecht en 1834. Vous souvenez-vous de cette affaire, Gregson ? Pas du tout, monsieur. Relisez-la. Oui, vous devriez la relire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a déjà été fait. Tout en parlant, ses doigts agiles couraient de ci, de là, partout, palpant, pressant, déboutonnant, examinant, tandis que ses yeux avaient cette même expression lointaine dont j'ai parlé déjà. L'examen s'opérait si rapidement qu'on n'aurait guère deviné avec quelle minutie il était conduit. Enfin, il flaira les lèvres du mort, puis regarda les semelles de ses souliers. « On ne l'a pas bougé du tout ?» demanda-t-il. « Pas plus qu'il n'a été nécessaire pour notre examen. Vous pouvez maintenant le transporter à la morgue. Il n'y a plus rien à apprendre de lui. » Gregson avait un brancard et 4 hommes sous la main. À son appel, ils entrèrent dans la pièce et l'étranger fut soulevé et emporté. Lorsqu'on le leva, une bague tinta en tombant sur le plancher où elle roula. Lestrade s'en saisit et la regarda avec des yeux ahuris. « Il y a eu une femme ici, s'écria-t-il. C'est une alliance. » Tout en parlant, il nous la présentait au creux de sa paume. Rassemblés autour de lui, nous la regardions. Cela ne faisait aucun doute. Ce petit cercle d'or tout simple avait un jour paré le doigt d'une mariée. « Voilà qui complique les choses, dit Gregson. Dieu sait pourtant qu'elles étaient déjà assez compliquées. »« Êtes-vous sûr que cela ne les simplifie pas ?» observa Holmes. « On n'apprendra rien à la regarder comme cela. Qu'avez-vous trouvé dans les poches ?»« Tout est là, dit Gregson, désignant une série d'objets sur une des dernières marches de l'escalier. Une montre en or, numéro 97.163, de chez Barrow à Londres. Une chaîne en or, très lourde et massive. Une bague en or avec un emblème maçonnique. Une épingle de cravate en or. Une tête de bulldog, avec des rubis figurant les yeux. Un porte-cartes en cuir de Russie avec des cartes au nom de Enoch J. Draper de Cleveland, correspondant à la marque IJD, qui est sur le linge. Pas de porte-monnaie, mais des pièces pour un montant de 7 livres, 13 shillings. Un exemplaire de poche du Décaméron de Boccace, portant le nom de Joseph Stangerson sur la feuille de garde. 2 lettres, l'une adressée à E.G. Draper et l'autre à un certain Stangerson. À quelle adresse ? À la bourse américaine, poste restante du Strand. Toutes deux viennent de la compagnie de navigation à vapeur Guyon et ont trait au départ de leur bateau, en partance de Liverpool. Il est clair que ce malheureux était sur le point de se rendre à New York. Avez-vous fait des recherches concernant ce Stangerson ? Sur le champ, dit Gregson, j'ai envoyé des annonces à tous les journaux et l'un de mes hommes est allé à la bourse américaine, mais n'est pas encore de retour. Avez-vous communiqué avec Cleveland ? Nous avons télégraphié ce matin. Comment avez-vous formulé vos questions ? Nous avons tout bonnement détaillé les circonstances et dit que nous leur serions reconnaissants de tout renseignement susceptible de nous aider.
Vous n'avez pas demandé de détails sur un point quelconque qui vous parut essentiel? J'ai parlé de Stangerson. Rien d'autre? N'y a-t-il pas une circonstance autour de laquelle toute cette affaire semble tourner? Est-ce que vous n'allez pas retélégraphier? J'ai dit tout ce que j'ai à dire, déclara Gregson d'un air offensé. Sherlock riait tout bas et semblait sur le point de faire une remarque quand Lestrade, qui avait été dans la pièce de devant pendant que nous tenions cette petite conversation dans le vestibule, revint en scène en se frottant les mains, pompeux et satisfait. « Monsieur Gregson, dit-il, je viens de faire une découverte de la plus grande importance, une découverte que l'on aurait négligée si je n'avais examiné les murs avec le plus grand soin. » Les yeux du petit bonhomme étincelaient. Il exultait, évidemment, parce qu'il avait marqué un point aux dépens de son collègue. « Venez ici, dit-il, retournant précipitamment dans la pièce, dont l'atmosphère était déjà moins malsaine depuis qu'on avait enlevé son lugubre occupant. Maintenant, mettez-vous là. » Il frotta une allumette sur son soulier et la haussa vers le mur. Voilà. Nous poursuivrons le chapitre 3 la prochaine fois et nous entamerons le chapitre 4, bien évidemment. Voilà, cette lecture une étude en rouge de Sherlock Holmes a l'air de vous plaire. Je suis contente, j'aime bien vous faire cette lecture. Et voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Je vous embrasse bien fort et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bye les amis, à bientôt.